Je suis Christian Page. Qu'arrive-t-il lorsque l'occulte alimente les pires fantasmes meurtriers? Bienvenue dans Crimes occultes. Nous sommes près de Somma-Lombardo, dans le nord de l'Italie. La nuit est tombée depuis plusieurs heures et, en cette fin de janvier, il fait un froid mordant. Dans la forêt de Golasecca, deux hommes se livrent à une sinistre besogne. Un peu courbés, ils tiennent un long objet enveloppé dans une bâche en plastique. Nul besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner que le dit paquet est un corps humain. Ils descendent les quelques marches du chalet et se dirigent vers une remise tout au fond du jardin. Il s'agit en réalité d'un petit hangar qu'on a essayé maladroitement de transformer en serre. Arrivés près du bâtiment, les malfrats posent leurs colis dans le mince tapis de neige qui couvre le sol. L'un d'eux sort un trousseau et déverrouille la serrure. Comme il fait jouer le bec de canne de la porte, une plainte se fait entendre. Les deux voyous se retournent d'un même élan, les yeux fixés sur la bâche. La toile remue légèrement. Le cadavre à l'intérieur n'en est pas un. Du moins, pas tout à fait. Pendant de longues secondes, les hommes demeurent là, indécis. Au mouvement s'ajoutent bientôt d'autres plaintes étouffées. Questa puttana è ancora viva. Poveri ignorando. Non puoi nemmeno uccidere una donna. Laisse tomber l'un des hommes. Il ouvre la porte et tire la femme à l'intérieur. La malheureuse commence à reprendre conscience. Les hommes la déposent dans un coin. Sans s'en préoccuper davantage, ils allument la lumière, un néon clignotant qui éclaire chichement les lieux. Ils trouvent deux pelles et entreprennent de creuser une fosse sommaire. Le sol est si dur que leur outil n'entame que la surface. Comprenant que leur travail de fossoyeur est voué à l'échec, ils se résignent à tirer la bâche dans ce qui apparaît davantage comme une dépression qu'une tombe. Le paquet est de plus en plus agité. L'un des hommes relève la toile, dévoilant le visage d'une jeune femme dans la vingtaine, aux cheveux foncés. Son visage est couvert de sang. Elle a toujours les yeux fermés, mais derrière ses paupières closes, on devine le mouvement des globes oculaires. Sans hésitation, l'homme saisit l'une des pelles, appuyée contre le mur, et lui abat sur la tête. Il lui en assène une demi-douzaine de coups. La femme cesse de bouger. Sa massue improvisée toujours à la main, le bourreau ramasse les quelques pelletées de terre que lui et son compagnon ont arrachées au sol gelé et en recouvre le corps. Un travail bâclé. Mais pour l'instant, cela devrait suffire. Satisfaits, les hommes referment la lumière et quittent la serre. Leur voix se perd bientôt au loin. Dans l'obscurité et le silence des lieux, une plainte étouffée émerge de la fosse. Mariangela Pezzotta est toujours vivante. Milan est la capitale de la Lombardie, cette région de l'Italie septentrionale qui partage sa frontière avec la Suisse. C'est la deuxième ville la plus populeuse du pays, avec 1 300 000 habitants. Si l'on y ajoute ses banlieues, cette démographie dépasse les 7 millions d'âmes. Son étalement est le 4e d'Europe, après Moscou, Paris et Londres. Milan, c'est aussi le cœur économique de l'Italie et l'un des centres névralgiques de la mode planétaire. Pas étonnant que la ville soit également le siège de la bourse italienne. Le 17 janvier 1998, vers 23h, Michel Tollis reçoit un appel de son fils Fabio.
Sa voix est hésitante. Le garçon demande l'autorisation de découcher. Il souhaite passer la nuit avec sa copine, Chiara Marino, une jeune femme de 3 ans son aînée. Encore à moitié endormi, Michel Tolis refuse. Il demande à Fabio de rentrer à la maison tout de suite. Il juge qu'il est suffisamment tard pour un adolescent de 16 ans. Pour toute réponse, Fabio raccroche. Michel Tolis est inquiet. Certes, Fabio n'est pas le fils parfait, mais ce genre d'attitude cavalière ne lui ressemble pas. Il doit s'agir d'une autre de ces bizarreries, pense-t-il. C'est vrai que Fabio est sur une pente dangereuse. L'adolescent s'est joint à un groupe de musique heavy metal, le Cirque de Satan, avec lequel il joue de la guitare et chante à l'occasion. Cela ne serait pas trop alarmant si les membres de ce groupe ne se définissaient pas aussi comme des adeptes du satanisme. Ils s'autoproclament les bêtes de Satan, bestie di Satana. Fabio n'a d'ailleurs pas été long à adopter le style du groupe. Vêtements noirs et longs cheveux noirs, séparés au milieu, lui donnant un air de dur à cuire. Mais il y a plus préoccupant. Depuis cette association, ses résultats scolaires ont chuté et ses professeurs se sont plaints de ses commentaires désobligeants et de son mépris envers les figures d'autorité. Malgré ces dérapages, Michel Tolis croit que son fils reviendra à de meilleurs sentiments, que toute cette attirance pour le heavy metal et le satanisme n'est qu'une passade, une rébellion d'adolescents. D'ailleurs, il est le premier à reconnaître son talent. Il pense même que Fabio pourrait faire carrière comme musicien, s'il changeait de registre. Pendant de longues minutes, Michel Tolis reste étendu, repensant ce court appel. Pourquoi Fabio a-t-il téléphoné? Il savait pertinemment qu'il n'obtiendrait pas l'aval parental. Alors pourquoi cet appel? L'homme a de plus en plus l'impression que quelque chose se trame en coulisses. Incapable de retrouver le sommeil, il sort du lit et enfile des vêtements. Il est presque minuit. Il monte en voiture et prend la direction du Midnight Pub, un club de Milan fréquenté par les passionnés de musique heavy metal. Michel sait que son fils et les membres du groupe Le Cirque de Satan s'y produisent régulièrement. Tous les assidus du Midnight Pub connaissent Fabio. Michel Tolis apprend que son fils y a passé une partie de la soirée avec son amie Chiara Marino et quelques membres du groupe. Ils ont quitté vers 23h30. Depuis, personne ne les a revus. Pendant des heures, Michel Tolis roule dans les rues de Milan, visitant les squares et les parcs populaires. Il souhaite y croiser Fabio et ses amis. Rien. Il se résigne à rentrer, espérant que son fils soit de retour. Hélas, sa couche est vide. Le lendemain, Michel Tolis se présente au commissariat de Cologne-Monzese, en banlieue de Milan. 17 heures se sont écoulées depuis l'appel de Fabio et il est toujours sans nouvelles. Entre-temps, il a téléphoné à la mère de Chiara Marino, Pascalina Antonini, qui lui a confirmé que sa fille n'était pas rentrée non plus. Michel Tolis avoue qu'il est inquiet, qu'il craint qu'il soit arrivé quelque chose de grave à son fils. Les carabiniers commencent par vérifier l'environnement des disparus. Dans la chambre de Fabio Tolis, ils trouvent quelques livres sur l'occultisme, des CD de thrash metal, une forme plus agressive de musique heavy metal, et un journal personnel dans lequel l'adolescent avoue son intérêt pour H.P. Lovecraft, un auteur américain dont l'œuvre mêle science-fiction et épouvante. Bref, rien qui pourrait les aiguiller sur une piste quelconque. Les effets personnels de Chiara Marino sont plus troublants. Dans sa chambre, les policiers découvrent un petit autel recouvert d'un mouchoir noir, arborant un pentagramme satanique, une étoile blanche à 5 branches et, sur une étagère, une patte de chèvre momifiée et un crâne en plastique, fiché d'une bougie noire.
Pascalina Antonini admet aux enquêteurs que sa fille est très proche des mouvements punk et gothiques, qu'elle s'habille de noir, se maquille à l'excès et porte souvent des barésilles déchirées pour se donner du style. Mais ces fantaisies, croit-elle, ne sont que les signes d'une rébellion générationnelle. Pascalina est persuadée que cet engouement prendra bientôt fin et que tous ces items occultes finiront dans des cartons au sous-sol, au milieu des boîtes de Barbie et autres jouets. Les enquêteurs sont aussi de son avis. Pour eux, Chiara et Fabio ont fui pour vivre leur roman d'amour, loin des leurs et affranchis de l'influence parentale. Les policiers croient d'ailleurs que les tourtereaux redonneront bientôt signe de vie. Ils se trompent. Les mois passent et le couple demeure introuvable. Si les enquêteurs continuent de croire à une escapade d'amoureux, les parents, eux, imaginent des scénarios plus inquiétants. Et pour cause, plusieurs éléments ne collent pas à l'hypothèse de la fugue. Ni Chiara ni Fabio n'ont emporté quoi que ce soit. Qui plus est, Chiara, qui venait de quitter son emploi, n'est même pas passée prendre son dernier chèque. Les jeunes n'ont pas laissé de mots d'explication non plus, ce qui ne leur ressemble pas. En dépit de l'avis des policiers, qui lui ont conseillé de rester à la maison et d'attendre un appel de Fabio, Michel Tolis plonge dans le milieu du heavy et du thrash metal. Plusieurs membres du Cirque de Satan, dont les guitaristes Andrea Volpe et Nicola Sapone, se proposent, du moins au début, de l'aider dans sa quête. Ces jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, ont passé une partie de la soirée du 17 janvier en compagnie de Fabio et de Chiara. Ils se rappellent les avoir entendus parler d'un voyage. Pour eux, même s'ils reconnaissent que certains éléments sonnent faux, l'hypothèse de la fugue demeure la plus vraisemblable. Malgré ses efforts, Michel Tolis n'arrive pas à retracer Fabio et Chiara. Après avoir quitté le Midnight Pub, c'est le trou noir, comme si le couple avait simplement été gommé de la surface de la Terre. Avec le temps, la disparition de Fabio Tolis et de Chiara Marino devient une affaire non résolue, un cold case. 4 ans après les faits, sans nouvelles, la mère de Chiara s'enchaîne au palais de justice de Milan pour revendiquer son droit de savoir si sa fille est toujours vivante. Hélas, personne ne peut répondre à cette question. Ou plutôt ceux qui savent refusent de parler. Mais le dénouement n'est plus très loin. Le 24 janvier 2004, à l'aube, les carabiniers de Sommalombardo, dans la province de Varese, reçoivent un appel concernant un jeune homme en proie à une crise de nerfs. Le forcené déambule près du barrage d'El Pan Perdurto, érigé sur le canal Villoresi, là où les eaux se jettent dans la rivière Tessine. Lorsque les agents Leonardo Stoppa et Luca Capogreco arrivent sur place, un secteur industriel au bout de la Via El Tassino, ils se retrouvent nez à nez avec un jeune homme d'une vingtaine d'années. L'énergumène a les cheveux en broussailles et une barbe hirsute de plusieurs semaines. Il porte un jean déchiré et maculé de boue. Il est sans manteau, malgré le froid matinal, et ses chaussures n'ont pas de lacets. Dès leurs premiers échanges, les policiers réalisent que l'homme n'est pas dans un état normal. Il crache dans leur direction et les insulte. L'agent Capogreco lui intime de se calmer et d'expliquer ce qui ne va pas. L'individu retrouve un peu de lucidité. Il dit s'appeler Andrea Volpe. Il ajoute avoir consommé un cocktail de cocaïne, d'héroïne et d'amphétamine. Il raconte que sa petite amie a été agressée par une bande de voyous, mais lorsqu'il réalise que les policiers ne le croient pas, il redevient agressif et insultant. Sur ces entrefaites, une voiture arrive et un couple en descend. Il s'agit de Franco Volpe et de Vincenza Di Lorenzo,
les parents d'Andrea. Ils habitent à quelques kilomètres du barrage et ont été informés de la situation par la centrale de police. En voyant débarquer ses parents, Andrea se calme. Il devient plus conciliant. Il explique aux policiers qu'il est inquiet pour sa petite amie. Il croit qu'elle est malade et qu'elle a eu un accident. Son récit est décousu. Il raconte qu'il roulait en voiture et que son amie, Elisabetta, le suivait dans un autre véhicule. À un moment, il a fait une embardée. Lorsqu'il est descendu de voiture, Elisabetta n'était plus derrière lui. À partir de ces indications, des patrouilleurs sont déployés dans le secteur du canal Villoresi. Tout près, ils trouvent une Fiat Uno grise métallisée. La voiture a percuté la rambarde du barrage. L'une des fenêtres est fracassée et des marques de sang sont visibles sur le verre brisé. Il s'agit de la voiture que conduisait Andrea Volpe. Au même moment, sur une route étroite, 2 autres patrouilleurs localisent la seconde voiture. La petite Honda Accord a fait un tête-à-queue et s'est mise au travers de la route. La conductrice est affalée sur le volant. Elle ne présente aucune blessure apparente, mais elle est inconsciente et respire faiblement. Elle est transportée à l'hôpital le plus près. Dès son admission, les médecins comprennent qu'elle souffre d'une surdose. In extremis, ils lui sauvent la vie. Il s'agit d'Elisabetta Ballarin, une jeune femme de 18 ans, issue d'une famille aisée de Somma-Lombardo. Elle et Andrea Volpe partagent un petit chalet isolé dans la forêt de Golasecca, au nord de Somma-Lombardo. Intéressée par l'occultisme et la musique thrash metal, elle a abandonné ses études pour suivre son amoureux, Andrea Volpe. Volpe est bien connu des autorités. C'est un chômeur et un toxicomane notoire. La police le suspecte de tremper dans la vente de narcotiques. Il est l'un des leaders du Cirque de Satan, un groupe de musique thrash metal spécialisé dans la reprise des succès de Marilyn Manson, un chanteur américain qui se met en scène avec des artifices sataniques. Il roule dans une vieille voiture recouverte d'autocollants diaboliques, tête de bouc, visage de Lucifer et le chiffre 666. Il s'affiche ouvertement comme un adepte du satanisme. En après-midi, toujours hospitalisée, Elisabetta sort de sa léthargie. Elle délire et marmonne des choses épouvantables. Elle parle de sang et de sacrifice. Pendant ce temps, les choses se précipitent au commissariat de Somma-Lombardo. En faisant des vérifications de routine, les carabiniers apprennent que la Fiat Uno, conduite par Volpe, appartient à une certaine Anna Maria P., une résidente locale. Rejointe à son domicile, la femme leur raconte que, la veille, sa fille, Maria Angela, âgée de 27 ans, lui a emprunté sa voiture pour aller voir des amis. Depuis, elle est sans nouvelles. Lorsque les policiers lui parlent d'Andrea Volpe, Anna Maria ne cache pas son inquiétude. Volpe, dit-elle, est un être exécrable, misérable et dangereux. Il a été pendant de longues années le petit ami de Maria Angela. Ils ont rompu il y a quelques mois. Tout cet imbroglio n'augure rien de bon. Où est passée Mariangela Pezzotta? Pour les policiers, il est impératif d'aller fouiller la résidence du couple Volpe-Ballarin. Lorsque les carabiniers arrivent à la cabane, l'endroit semble abandonné. Le chalet se dresse au milieu d'une clairière, chichement éclairée par la lumière qui traverse à peine la végétation. L'habitation est délabrée et vétuste. L'intérieur est pire encore. Il y règne un fouillis indescriptible. Les planchers et les meubles sont jonchés d'objets, de vêtements et de papiers. Les policiers doivent enjamber ces ordures pour se déplacer dans le chalet. Sur la table de la cuisine, il y a des restes de nourriture moisie.
Dans l'unique chambre, il trouve des bougies encore allumées, des livres traitant d'ésotérisme et une quantité considérable de médicaments psychotropes. L'endroit est désert. La seule présence vivante est un python enroulé dans un vivarium dans la salle de séjour. À quelques mètres du chalet, une petite cabane a été aménagée pour servir de serre et de remise. Des marques dans la neige témoignent d'un va-et-vient récent. En y entrant, les policiers aperçoivent une toile en plastique et une veste couverte de sang. Puis, en tirant sur cette bâche, ils ont un mouvement de recul. Émergeant de la terre compacte, ils voient des doigts, des orteils et quelques mèches de cheveux. En lieu et place du visage, il n'y a plus qu'un amas informe de chair et de sang coagulé. Les carabiniers comprennent qu'il s'agit du corps de Mariangela Pezzotta. La jeune femme a sans doute été tuée dans le chalet et son corps transporté dans la serre, où son assassin a vainement essayé de l'enterrer malgré le sol gelé. Pour les enquêteurs, l'heure est venue d'aller poser quelques questions à cet Andrea Volpe. Volpe, qui a aussi été conduit à l'hôpital de Sommalombardo pour y recevoir des soins de désintoxication, est transféré au commissariat. Les carabiniers lui expliquent qu'ils ont découvert le corps de Mariangela Pezzotta. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Pendant que les enquêteurs interrogent leurs suspects, d'autres agents se rendent au domicile d'Anna Maria P. Ils lui annoncent la triste nouvelle. Sa fille a été assassinée dans le chalet de Golaseca. Ils fouillent aussi ses effets personnels. Dans son journal intime, la jeune femme a longuement évoqué sa relation avec Andrea Volpe. Elle y décrit sa longue descente en enfer, une spirale de violence, de douleur et d'humiliation. Malgré cette souffrance, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Elle ne pouvait pas lui dire non. Même après leur rupture, elle a continué d'entretenir des liens, lui prêtant de l'argent à l'occasion. Mariangela Pezzotta aurait-elle été assassinée pour une affaire de dette? Au commissariat de Sommalombardo, Andrea Volpe nie d'abord son implication dans ce crime. Enfin, il admet qu'il a tué Mariangela, mais c'était un accident, ajoute-t-il. Dans cette première version, il explique qu'il a invité Mariangela pour discuter. Puis, alors qu'il s'amusait avec un vieux pistolet trouvé dans la maison, le coup est parti tout seul, atteignant la jeune femme au visage. À ce moment-là, précise-t-il, Elisabetta était dans la cuisine à préparer du café. Elle n'a donc pas été témoin de l'accident. Au début, le couple aurait songé à appeler de l'aide, mais craignant que personne ne les croie, et comme Mariangela était déjà morte, ils ont plutôt décidé de l'enterrer dans la serre et de se débarrasser de sa voiture en la jetant dans les eaux de la rivière Tessine. Leur problème est qu'ils avaient consommé une telle quantité de drogue qu'ils ont été incapables de finaliser leur plan. Volpe a embouti la Fiat Uno de Mariangela sur une rambarde du barrage et Elisabetta a perdu le contrôle de sa voiture quelques kilomètres plus loin. Le problème avec cette version, c'est qu'elle ne colle pas aux preuves trouvées dans le chalet. Primo, les traces découvertes dans la neige, près de la serre, supposent la présence d'un complice non identifié. Et, secondo, le récit de Volpe contredit en plusieurs points celui d'Elisabetta Ballarin, recueilli sur son lit d'hôpital. Questionné sans relâche, Volpe change sa version des faits. C'est rectificatif, pour mieux harmoniser sa version à celle d'Elisabetta, rapproche les policiers de la vérité. Dans une énième version, Volpe raconte que, le 23 janvier au soir, il a téléphoné à Mariangela Pezzotta pour l'inviter au chalet de Golaseca. Il était question d'y enregistrer une vidéo. Puis, à un moment donné, il aurait demandé à Elisabetta
d'aller dans la cuisine pour préparer 2 speedballs, un cocktail d'héroïne et de cocaïne. C'est là qu'il aurait sorti un revolver Smith & Wesson de calibre 38 et tiré en direction de Mariangela, l'atteignant à la gorge. La jeune femme se serait écroulée, les mains crispées sur son cou. Malgré sa blessure, elle était toujours vivante, crachant du sang dans toutes les directions. Paniqué, Volpe aurait téléphoné à son ami Nicola Sapone, un guitariste dans le groupe Le Cirque de Satan. À l'arrivée de Sapone, Mariangela était inconsciente, mais respirait toujours. En apercevant la jeune femme agonisante, Sapone lui aurait lancé « Cette salope est encore vivante. Tu n'es même pas capable de tuer une femme. » Les 2 hommes auraient alors enveloppé la victime dans une bâche et l'auraient traînée jusque dans la serre. Comme Mariangela continuait à remuer, Nicola Sapone aurait une fois de plus reproché à Volpe son incompétence. Il se serait ensuite saisi d'une pelle et en aurait asséné une dizaine de coups sur la tête de la jeune femme. Volpe et Sapone l'auraient ensuite enterrée sommairement. Après cette inhumation, Sapone aurait quitté les lieux en lui suggérant de se débarrasser de la voiture de Pezzotta en la jetant dans le Tessin. C'est là que les choses ont pris une toute autre tournure. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Si les circonstances du meurtre de Mariangela Pezzotta sont relativement claires, un point demeure obscur. Pourquoi? Que cache l'assassinat de cette jeune femme sans histoire? Les enquêteurs vont bientôt mettre à jour des événements qui vont choquer l'Italie tout entière et faire la manchette aux 4 coins du monde. Au lendemain de l'arrestation d'Andrea Volpe et d'Elisabetta Ballarin, la nouvelle de l'assassinat de Mariangela Pezzotta fait les gros titres de la presse. À Cologne Monzese, en banlieue de Milan, Michel Tolis est sous le choc. Cet Andrea Volpe ne lui est pas inconnu. 6 ans plus tôt, c'est ce même Volpe qui a passé sa soirée en compagnie de son fils Fabio et de sa petite amie Chiara Marino. C'était quelques heures avant que le couple ne disparaisse dans des circonstances nébuleuses. L'assassinat de cette Mariangela Pezzotta aurait-il un lien avec la disparition de Fabio et de Chiara? Sans hésiter, Michel Tolis enfile son manteau et se rend au commissariat. Le même commissariat où, en 1998, il a rapporté la disparition de son fils. À l'époque, les enquêteurs avaient cru à une fugue, mais Michel n'y a jamais cru. Il a passé les 6 dernières années à suivre des pistes diverses et à enquêter sur les activités underground de groupes sataniques, comme les Bêtes de Satan. Il est à présent persuadé que le satanisme et le heavy metal sont étroitement liés. Il a d'ailleurs constitué un volumineux dossier sur cet univers marginal. Lorsque Michel Tolis se présente au commissariat de Cologne Monzese, les enquêteurs accueillent son hypothèse. C'est vrai que la coïncidence serait extraordinaire. D'autant plus qu'à l'époque de la disparition de Fabio et de Chiara, Mariangela Pezzotta était la petite amie d'Andrea Volpe. La jeune Vérezane aurait-elle été assassinée parce qu'elle en savait trop? Les policiers n'en sont pas convaincus, mais la piste vaut la peine d'être explorée. Qui plus est, certains items occultes trouvés dans la chambre de Chiara Marino au lendemain de sa disparition, comme les bougies et les décorations sataniques, ont aussi été trouvés dans le chalet de la forêt de Gola Secca. C'est peu, mais c'est déjà ça. Du côté de Soma Lombardo, les enquêteurs tentent toujours de déterminer les raisons qui ont poussé Andrea Volpe à abattre son ex-petite amie. Certes, le couple avait rompu depuis peu et entretenait une certaine animosité l'un envers l'autre. Mais cela aurait-il pu conduire au meurtre? Et qui est donc ce Nicola Sapone?
Que vient-il faire dans cette histoire? Pourquoi aurait-il accepté de se mouiller de la sorte pour son ami Volpe? Les carabiniers interrogent le dit Sapone qui, informé des aveux de son ami, rejette tout en bloc. Il admet avoir reçu un appel d'Andrea dans la nuit du 23 au 24 janvier, mais jure que lorsqu'il est arrivé au chalet de Golaseca, la victime était déjà morte. Il ajoute qu'en apercevant la jeune femme sans vie, il a vite tourné les talons et est rentré chez lui. Le reste, dit-il, n'est qu'un mensonge. À ce stade, il est vrai que la police n'a rien de très concret contre lui. D'un côté, les aveux de Volpe, un toxicomane qui, depuis son arrestation, n'a pas arrêté de changer sa version des faits, et de l'autre, une Elisabetta Ballarin qui jure à présent ne garder aucun souvenir de cette funeste soirée. Devant cette absence de preuves, Nicolas Sapone est relaxé, mais placé en examen judiciaire. Il lui est interdit de quitter le pays et doit se rendre disponible pour tout complément d'enquête. Pendant ce temps, en haut lieu, informé d'une possible connexion satanique dans l'assassinat de Mariangela Pezzotta, la direction des opérations policières de Varese, qui supervise les investigations de la province, décide de suivre cette piste. Peu à peu, les pièces se mettent en place, et ce, grâce à l'extraordinaire enquête de coulisses réalisée par Michel Tollis. Son dossier sur les activités sataniques des bêtes de Satan est digne d'une enquête des services du renseignement. Tout est là. Les noms des adeptes, leurs pseudonymes, leur rang et les lieux de leur rencontre. On peut même y lire une description de leur rituel d'initiation, des actes de violence et de promiscuité sexuelle. Au centre de détention de Somma Lombardo, où il a été transféré durant la tenue de son enquête préliminaire, Andrea Volpe est plus loquace. L'individu arrogant, présomptueux et agressif du début a laissé place à un jeune homme inquiet et nerveux. Loin de cet univers artificiel que lui procurait la drogue, le jeune assassin de 27 ans prend conscience que ses options sont limitées. Son avocat lui a d'ailleurs fait comprendre que les preuves contre lui étaient accablantes et qu'il avait tout intérêt à collaborer avec la police. Derrière les barreaux, sa loyauté envers les autres adeptes des bêtes de Satan ne lui serait d'aucune utilité. Au contraire, ces délations pourraient lui valoir la clémence du juge. Volpe est d'accord. Il se met à table et il a tant à dire. Il commence par le meurtre de Mariangela Pezzotta. Sa version diffère de celle qu'il a fournie à la police quelques mois plus tôt. Lorsqu'il a demandé à la jeune femme de le rejoindre, son but était déjà de l'assassiner. Pour cette exécution, il avait demandé à Elisabetta Ballarin d'aller emprunter des armes à son père. Ainsi donc, lorsque Mariangela est arrivée, il l'a accueillie, revolver au poing. Instinctivement, la jeune femme a reculé, mais il lui a expliqué qu'il avait entendu du bruit dans la forêt et que l'arme était uniquement pour se protéger. Rassurée, elle est entrée. Ils se sont installés dans la salle à dîner et ont commencé à discuter. Elisabetta est ensuite arrivée, tenant aussi un fusil. Elle s'est placée derrière Mariangela. La jeune Verrazane a commencé à paniquer. Volpe lui a dit de se calmer, qu'elle n'avait rien à craindre. Il a alors demandé à Elisabetta d'aller leur préparer des speedballs. Aussitôt seule, une altercation a éclaté. Il a braqué Mariangela et lui a tiré une balle à la gorge. Il était tellement intoxiqué qu'il a paniqué et appelé Nicolas Sapone pour qu'il vienne l'aider à finir le travail. Son ami est arrivé 20 minutes plus tard. Ensemble, ils ont traîné la jeune femme, toujours vivante, à l'extérieur pendant qu'Elisabetta nettoyait les traces de sang.
Dans la serre, Nicolas prit une pelle et en a donné plusieurs coups sur la tête de Mariangela. Ils l'ont ensuite enterré du mieux qu'ils pouvaient. Avant de rentrer chez lui, Sapone lui a ordonné de se débarrasser de la voiture de la victime. Dans cette version, non seulement Volpe implique-t-il de nouveau son ami Sapone, mais il affirme que c'est lui qui a ordonné l'élimination de Mariangela. Tant et aussi longtemps que Pezzotta demeurait sa petite amie, les choses allaient pour le mieux. Mais depuis leur rupture, Sapone était devenu complètement paranoïaque et craignait que la jeune femme ne fasse des confidences au sujet de Fabio Tolis et de Chiara Marino. Le couple disparut en janvier 1998 à la sortie du Midnight Pub de Milan. Volpe ajoute que Sapone lui avait clairement fait comprendre que s'il refusait d'exécuter son ex-petite amie, c'est lui et sa nouvelle compagne, Elisabetta Ballarin, qui seraient éliminés. Le chat sort du sac. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Les enquêteurs comprennent enfin les motifs derrière ce meurtre sordide, un crime d'autant plus épouvantable que le rapport du médecin légiste indique que Mariangela Pezzotta était encore vivante lorsque Volpe et Sapone l'ont enterrée. Devant le flot ininterrompu des confidences d'Andrea Volpe, les enquêteurs apprennent aussi le sort du couple Tolis-Marino, un épisode terrifiant qui les renvoie 6 ans en arrière. Dans la journée du 17 janvier 1998, 4 membres des Bêtes de Satan, Nicola Sapone, Andrea Volpe, Pietro Guerrieri et Andrea Bontandes, se donnent rendez-vous dans un boisé de Somma-Lombardo. Ils sont là pour y creuser une fosse de 1,50 m. Les leaders ont décidé de faire un sacrifice humain et ils ont déjà choisi leurs offrandes, Chiara Marino et Fabio Tolis. Chiara Marino est la seule femme du culte. C'est une jeune paumée passionnée de tatouages et de piercing. Elle consomme régulièrement des drogues dures et s'éclate au rythme abrutissant de la musique hard et thrash metal. Mais depuis quelque temps, la jeune Milanaise de 19 ans a pris ses distances. Elle est en désaccord avec les pratiques du groupe et répète qu'elle a besoin de plus de normalité. Ce recul a été perçu comme une trahison. Ajoutez à cela que l'un des membres, Mario Macione, qui prétend communiquer avec le diable lors de transes hallucinatoires, l'a désigné comme l'incarnation de la Vierge, la Vestale de Satan, même si la femme est sexuellement active. Le fait qu'elle se soit amourachée de Fabio Tolis plutôt que de Paolo Leoni, l'un des membres fondateurs du Cirque de Satan, secrètement amoureux d'elle, a sans doute contribué à sa chute. Fabio Tolis est le plus jeune membre des Bêtes de Satan. Il a d'abord rejoint la bande comme guitariste et chanteur. Il faut savoir que le Cirque de Satan, fondé au milieu des années 1990 par Nicola Sapone et Paolo Leoni, alias Ozzy, du prénom de son idole Ozzy Osbourne, le chanteur de Black Sabbath, l'un des groupes musicaux fondateurs du genre heavy metal, n'était au début qu'un groupe de thrash metal, reprenant les succès de Black Sabbath, Marilyn Manson et Slayer. D'autres musiciens, ou simplement des amateurs de musique thrash, se sont regroupés autour de Sapone et de Leoni, dont Andrea Volpe, Marco Zampolo, Mario Macione, Andrea Bontandes et Pietro Guerrieri. Au fil des mois, le groupe, dont tous les membres étaient des alcooliques et des toxicomanes, a commencé à commettre des actes de vandalisme et à voler dans les cimetières. Certains de ces objets ont été recyclés en éléments décors lors de leurs performances publiques.
En ce sens, le cirque de Satan était à l'origine plus proche des groupes du mouvement thrash de Norvège qui, durant les années 1990, ont été accusés d'avoir incendié plusieurs églises. Dans cette vrille, les membres du cirque de Satan ont commencé à s'adonner au culte du diable, formant un groupe dans le groupe, les Bêtes de Satan. C'est à cette époque que Fabio Tolis a rejoint la formation, d'abord comme musicien, puis comme membre à part entière de la secte. Lors d'une performance au Midnight Pub, il a fait la connaissance de Chiara Marino. Malgré que la Milanaise était de 3 ans son aînée, Fabio s'est entiché d'elle et ils ont commencé à se fréquenter. Auprès d'une femme plus âgée, Fabio a pris de l'assurance et a défié l'autorité d'autres membres. Cette arrogance lui a valu de se retrouver sur la même liste que Chiara Marino. Le soir du 17 janvier 1998, les Bêtes de Satan se retrouvent au Midnight Pub. Ils sont une dizaine de membres. Il y a là, entre autres, Andrea Volpe et Nicola Sapone, considérés comme les leaders de la secte. Sont également présents Chiara Marino et Fabio Tolis, qui ignorent qu'ils vivent leurs dernières heures. En fin de soirée, Nicola Sapone propose aux membres de se regrouper dans la forêt pour y tenir un rituel satanique. Fabio Tolis hésite. Il explique que son père risque de s'inquiéter de son absence. Usant de son autorité, Andrea Volpe le force à téléphoner à son paternel pour lui dire qu'il passera la nuit dehors, avec Chiara. Sur ce, les membres s'engouffrent dans 2 voitures et prennent la direction de Somma Lombardo, à une 40aine de kilomètres au nord-ouest de Milan. Lorsque les membres se retrouvent autour de la fosse, creusée quelques heures plus tôt, tous comprennent qu'ils sont là pour un sacrifice humain. Nicola Sapone se lance dans un laïus sur la valeur du sacrifice, puis désigne Chiara comme l'offrande. Avant même que la jeune femme n'ait le temps d'extirper de sa poche un canif, Sapone se jette sur elle et la poignarde à la poitrine et à l'abdomen. Devant cet assaut, Fabio tente de s'interposer, mais Andrea Volpe se rue sur lui et le poignarde à la gorge. Le coup est si violent que la lame se brise sur les os. Malgré sa blessure, Fabio est toujours debout et lutte pour défendre son ami. C'est à ce moment-là que Mario Macione, armé d'un marteau, intervient et le frappe au visage, lui défonçant le crâne. Alors qu'il est étendu au sol, Sapone, qui en a fini avec Chiara, lui enfonce des écorces de châtaigne dans la bouche pour étouffer ses cris et l'étrangle. Les victimes inconscientes sont précipitées dans la fosse. Alors qu'elles gisent agonisantes, les autres membres se regroupent autour du trou et urinent sur elles. Puis, sans la moindre pitié, ils enterrent les moribonds. Leur sépulture comblée, Sapone se met à danser sur la terre meuble en criant « Vous êtes maintenant des zombies. Sortez si vous le pouvez. » Il pousse son goût du macabre jusqu'à tremper une cigarette dans le sang des victimes avant de la fumer. Le lendemain de ce stupre sanglant, Macione et Volpe reviennent dans la forêt et versent de l'ammoniac sur la tombe de Tolis et de Marino. L'odeur du détergent devrait décourager les animaux charognards de vouloir déterrer les corps. Les assassins en profitent pour nettoyer les lieux de toutes les feuilles tachées de sang. Lorsqu'ils quittent, personne ne pourrait se douter que cette clairière a été le théâtre d'un crime épouvantable. Le 18 mai 2004, Andrea Volpe guide les enquêteurs jusqu'à la tombe de Fabio Tolis et de Chiara Marino, dans la forêt de Somma Lombardo. Les techniciens du bureau du coroner dégagent rapidement 2 squelettes. Grâce à leurs empreintes dentaires et à leurs vêtements, réduits en lambeaux,
Les victimes sont formellement identifiées. Les experts estiment, à partir des marques sur les os, que Chiara Marino a été poignardée à au moins 61 reprises. Quant à Fabio Tolis, les os du visage sont si endommagés que le coroner renonce à le reconstituer. Au lendemain de cette macabre découverte, des mandats d'arrêt sont lancés à l'endroit de Nicola Sapone, Paolo Leoni alias Ozzy, Marco Zampallo, Mario Macione, Eros Monterosso et Pietro Guerrieri, tous suspectés d'avoir pris part au double meurtre du boisé de Somma Lombardo. La direction des opérations policières de Varèse ouvre également une enquête sur une série de décès louches survenus dans l'entourage des bêtes de Satan. Les enquêteurs croient que certains adeptes du culte auraient été poussés au suicide. C'est le cas d'Andrea Bontandes, le batteur du groupe Le Cirque de Satan. Bontandes était l'un des fossoyeurs du bois de Somma Lombardo. Mais la nuit de l'assassinat du couple Tolis-Marino, Bontandes s'est défilé. Cette absence lui a valu l'ire de Sapone et de Volpe. Le 21 septembre 1998, après une soirée passée au Midnight Pub avec d'autres membres du groupe de la secte, à boire et à consommer de la drogue, Bontandes a pris sa voiture et est allé s'écraser à 180 km/h contre un mur de pierre. Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs n'ont trouvé aucune marque de freinage. Il y a aussi le décès de Maddalena Russo, une ex-petite amie d'Andrea Volpe. Découverte le vendredi 13 décembre 1995, victime apparemment d'une overdose. Idem avec Andrea Ballarin, aucun lien de parenté avec Elisabetta Ballarin, retrouvée pendue dans une école de Busto Arsizio. Ballarin n'avait rien à voir avec les bêtes de Satan. Son seul crime aura été d'avoir une altercation avec Nicola Sapone dans un bar de Somma Lombardo. Il y a également Christian Frigerio, disparu dans des circonstances mystérieuses le 14 novembre 1996. Frigerio était un sympathisant des bêtes de Satan. Son vélo a été retrouvé près du fleuve Adda, mais le jeune homme n'a jamais été revu. L'arrestation des bêtes de Satan et les détails de leurs activités meurtrières sont rapportés aux quatre coins du monde. La BBC qualifie ces crimes des plus choquants à survenir en Italie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans un pays ultra-catholique comme l'Italie, la présence de groupes sataniques a de quoi inquiéter. Même le Vatican publie un communiqué pour dénoncer ces cultes du diable. À l'issue de son enquête, le ministère italien de la Justice porte des accusations pour les meurtres de Chiara Marino, Fabio Tolis, Mariangela Pezzotta et Andrea Bontandes, le batteur du groupe Le Cirque de Satan, qui s'est suicidé en septembre 1998. Dans ce dernier cas, les procureurs n'ont aucun doute que ce suicide a été organisé par des membres du culte. En février 2005, les premiers accusés, Andrea Volpe, Pietro Guerrieri et Mario Macione, sont jugés aux assises de Busto Arsizio au nord-ouest de Milan. Volpe, malgré sa collaboration avec les autorités, écope d'une peine de 30 ans d'incarcération, 10 ans de plus que la sentence proposée au réquisitoire. Pietro Guerrieri, pour sa participation au meurtre de Fabio Tolis et de Chiara Marino, est condamné à 16 ans de réclusion, alors que Macione, ce même voyou qui a frappé Fabio Tolis à coups de marteau, est acquitté par un tribunal de la jeunesse. C'est vrai qu'il avait 17 ans au moment des meurtres. La relaxe de Macione soulève de nombreuses critiques. Au sortir du tribunal, Pascalina Antonini, la mère de Chiara Marino, ne cache pas son indignation. « Ce sont tous des tueurs, ce n'est pas juste », lance-t-elle entre deux sanglots.
il aurait mérité la prison à vie. Le 11 avril, Mario Macione est de nouveau devant le tribunal, cette fois devant la cour d'appel de Milan. 6 semaines après son acquittement en cour de la jeunesse, Macione est cette fois jugé par un tribunal pour adultes. Le juge, Fabio Tozzi, le condamne à 19 ans de prison pour sa participation au meurtre de Fabio Tolis et de Chiara Marino. Le magistrat relaxe toutefois un certain Maximiliano Magni, son rôle étant considéré comme secondaire dans ces crimes. En juin 2005, c'est au tour de Nicola Sapone, Paolo Leoni, Mario Zampolo, Eros Monteresso et Elisabetta Ballarin de faire face à la justice. Sapone est condamné à une double incarcération à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat du couple Tolis-Marino et dans la mort de Mariangela Pezzotta. Leoni et Zampolo, pour leur participation au meurtre de Marino et Tolis, écopent de 26 ans chacun. Pour la même offense, Monterosso est condamné à 24 ans de prison. Elisabetta Ballarin, pour son implication dans le meurtre de Mariangela Pezzotta, l'ex-petite amie d'Andrea Volpe, est sentenciée à 26 ans et 3 mois. En juin 2006, la Cour d'appel de Milan a réduit la sanction d'Andrea Volpe, condamné à 30 ans de réclusion en février 2005, à 20 ans, et celle de Pietro Guerrieri, condamné à 16 ans, à 12 ans et 8 mois. L'affaire des bêtes de Satan a soulevé un tollé en Italie, relançant le débat sur la délinquance juvénile, le satanisme et la musique heavy metal. Même dans les arcanes du Vatican, l'affaire a suscité de vives réactions. Donaldo Buenetto de l'association Jean 23 s'est dit préoccupé par cette situation. Si la musique devient un instrument de mort et la source d'actes odieux, nous avons le devoir de réagir. Dans la foulée, plusieurs journaux italiens ont ciblé Slayer, le célèbre groupe de thrash metal américain. Leurs chansons font souvent l'apologie de la torture, du meurtre et même de la nécrophilie. Aux États-Unis, le groupe a déjà fait l'objet d'une poursuite au lendemain du meurtre, en 1995, d'une adolescente de 15 ans, Elise Paler. Ces assassins, 3 jeunes âgés de 14 à 16 ans, ont raconté qu'ils s'étaient inspirés des chansons de Slayer pour assassiner la jeune femme et se livrer à des actes de nécrophilie. L'affaire a abouti à un non-lieu. Il faut dire que ce lien entre musique heavy metal et activité criminelle n'a jamais été clairement établi. Dans les cas de dérapage, meurtre ou suicide, les philosophies sataniques ne seraient pas la cause du problème, mais la conséquence de troubles psychologiques chez certains adeptes. Pour la juge Maria Gressazoncu, les membres des bêtes de Satan n'étaient pas des criminels inspirés par le satanisme, mais seulement un groupement d'individus faibles, immatures, incultes et essentiellement défavorisés, qui se sont construits un univers où régnait une pauvreté morale absolue. L'affaire des bêtes de Satan a aussi fait ressurgir le spectre d'un vaste culte du diable en Italie. Cette hypothétique organisation occulte, suspectée de nombreux crimes dans le pays, serait dirigée par des personnages importants, ayant des ramifications jusque dans les milieux politiques et financiers. Durant son procès, Andrea Volpe a répété que la décision de commettre des meurtres rituels ne venait pas de lui, mais d'une instance supérieure. Ce puissant et anonyme dirigeant, dont il a tué le nom sous peine d'être lui-même éliminé, fournissait de la drogue aux membres de son groupe et agissait comme agent de liaison entre les bêtes de Satan et une autre organisation satanique plus importante. Aucune preuve n'a jamais été apportée sur l'existence d'une telle organisation. Mais ne dit-on pas que la meilleure ruse du diable
c'est encore de laisser croire qu'il n'existe pas. Lorsque les croyances dans le surnaturel dérapent, les conséquences peuvent être mortelles. Je suis Christian Page, bienvenue dans Crimes occultes.